Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la contestation lycéenne monte d'un cran contre la réforme des retraites. Des centaines d'établissements ont été bloqués et les élèves ont manifesté. Premier débordement aussi, notamment en région parisienne. L'un des visages du mouvement est avec nous ce soir, Juliane Charton de l'Union nationale lycéenne. Bonsoir et à tout à l'heure. Les syndicats, eux, appellent à une nouvelle journée d'action nationale. Ce sera mardi prochain. La grève se tasse dans les transports, mais se durcit encore dans les raffineries. Pour rassurer les routiers, le gouvernement annonce le recours au stock de réserve. On fera le point avec Agnès Molinier. Dans le reste de l'actualité, Mahmoud Ahmadinejad à la frontière d'Israël. Les sionistes vont disparaître, lance le président iranien en visite au Liban. Quelle réaction en Israël? Charles Anderlin sera en direct. L'épilogue au Chili, les derniers mineurs ont retrouvé l'air libre, certains vont regagner leur famille dès ce soir. La vérité sur les prix depuis le passage à l'euro, nous découvrirons les résultats d'une grande enquête menée ticket de caisse à l'appui. La hausse va bien au-delà de l'inflation. Enquête sur les méthodes des églises évangéliques dont la percée se confirme. Elle représenterait aujourd'hui la moitié des lieux de culte protestants en France. C'est le dossier de cette édition. Enfin, il a commencé avec des graffitis. Il est mort à 27 ans, mais son œuvre est l'une des plus cotées de l'art contemporain. Une grande rétrospective, Jean-Michel Basquiat, ouvre ses portes demain à Paris. Bienvenue dans ce journal. C'est donc le fait du jour dans le mouvement contre la réforme des retraites. La mobilisation des lycéens s'amplifie. Des dizaines de milliers d'élèves ont défilé dans les grandes villes de France et de nombreux établissements ont été bloqués. Valérie Gaget, Marie Cazot. Dès ce matin, ils étaient mobilisés dans une trentaine d'établissements parisiens. Plus nombreux qu'hier, devant le lycée Voltaire. La question des retraites reste toujours présente, mais perce surtout l'inquiétude des lycéens pour leur avenir. C'est un cercle vicieux parce que si la retraite est décalée, nous on sera décalés, donc il y aura moins de travail pour nous et ça va être encore la galère. Déjà il y a beaucoup de chômage, il y en aura encore beaucoup plus. La mobilisation n'était pas moins forte en province, avec de nombreuses manifestations de lycéens et d'étudiants. Ici à Lyon, certains jeunes rejoignaient le mouvement pour la première fois. Je suis en BTS, déjà pour trouver un stage, on galère, alors pour trouver du travail, je vois pas comment on va faire. Et je me sens vraiment concernée, c'est la première manifestation que je fais dans ma vie et pour la première fois je me sens vraiment concernée. 8000 manifestants à Rennes, 7000 à Bordeaux, 2000 à Perpignan, 1 millier à Caen. Les jeunes ont manifesté en masse dans toutes les grandes villes. Certains rassemblements étaient très organisés, d'autres plus improvisés, comme ici au Havre où les lycéens tentent sans succès de mobiliser les étudiants. On est en lycée pro et puis on veut avoir les retraites comme tout le monde parce qu'on a peur que quand nous on va être en retraite, on va finir à 75 ans. À Toulouse, comme ici à Bordeaux, les lycéens ont rejoint des salariés plus âgés qui manifestaient contre la réforme des retraites. J'ai des opinions politiques et même si on pense qu'à notre âge on n'en a pas, c'est pas vrai. Et c'est le seul moyen de faire entendre notre voix, donc on est là. Levez bien les deux mains. Dans les lycées ou les facultés, les blocages pourraient se poursuivre jusqu'à la journée de mobilisation de samedi. Mais à l'université de Rennes 2, fermée ce matin pour éviter les affrontements, les étudiants ont voté la reprise des cours demain. Alors, qui sont ces lycéens qui descendent dans la rue? Quel est leur degré exact de connaissance des enjeux? L'une de nos équipes a suivi toute la journée un groupe d'élèves d'un lycée parisien. Reportage Mallory Aounou, Régis Maté. Le lycée Hélène Boucher bloqué ce matin, une première depuis le début du mouvement. Décidé hier en AG, un blocus à l'arrache, comme disent ces lycéens. À 6h30, au début, quand je suis arrivé, il n'y avait vraiment personne. Il y avait les éboueurs en train de balayer. Je me suis dit, ok, ça va pas marcher. Et à partir de 7h, je me suis dit, là, c'est bon, le site il avait marché. Là, j'ai dit, ok, ça va partir. Est-ce que vous n'êtes pas spécialement syndiqué en fait? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas de véritable leader et ça se voit. On va jusqu'à l'école militaire devant le siège du MEDEF. Pour Ravel, on fait différent. On va passer par Saint-Lazare pour récupérer ceux qui y sont déjà. La pagaille, mais la pagaille organisée jusqu'au dernier coup de balai. Vous faites les choses bien là? Bah ouais, je pense que c'est important, si on met le bazar, il faut un peu nettoyer quand même. Il faut qu'on nous prenne au sérieux, il faut que... Enfin, on n'est pas ici juste pour rien faire, on n'est pas ici pour pas aller en cours, on est très bien au courant des réformes. La destination aura changé 4 fois, mais ils finissent par lever le camp. Direction le siège du MEDEF donc. Très vite, le débat s'installe avec les voyageurs. Ce qui nous a poussé à venir dans la rue aujourd'hui, c'est aussi la politique du gouvernement qu'on supporte plus. C'est plus de l'anti-sarkozysme que de l'anti-retraite ou pas? C'est un tout.
on doit faire beaucoup d'études pour avoir un métier. Et donc plus on fait d'études et plus le taux de travail qu'on aura à faire sera élevé. Et donc on aura une retraite à un âge qu'un catholique. Je pense qu'elle est idéaliste. Je pense qu'il faut leur faire confiance. Terminus, ils n'iront pas beaucoup plus loin, mais ils l'assurent s'il le faut, la mobilisation se poursuivra jusqu'à la Toussaint. Et puis cette journée a été marquée par les premiers débordements à Nîmes, à Lyon, à Chambéry et surtout en région parisienne. Difficile d'en prendre la mesure exacte. Un syndicat de police dénonce ce soir un déferlement de violence. Pour les organisations lycéennes, il s'agit d'incidents marginaux. Hakim Abdelkalek. Un face-à-face tendu. Des forces de l'ordre, des lycéens et peut-être aussi des perturbateurs qui se regardent en chien de faïence. Ici, l'un d'eux résiste. Il sera interpellé et placé en garde à vue comme 3 autres jeunes hommes. Juste devant ce lycée de Nîmes, quelques voitures qui brûlent et 5 policiers caillassés et blessés. Selon le proviseur, les lycéens ne sont pas responsables. Il évoque sans précision des groupes venus de l'extérieur. Ces incidents souvent sporadiques se sont multipliés dans toute la France, comme ici à Lyon. Des policiers déployés dans le centre-ville après plusieurs dégradations. Le fait de petits groupes mobiles qui provoquaient les forces de l'ordre. Du genre jet de tomates, chargement des policiers. Il y a un mec qui s'est fait embarquer aussi. Ouais. À Pontreuil, un jeune lycéen a été blessé et hospitalisé après un tir de flashball. Des violences dénoncées au Sénat par Dominique Voynet, maire de la ville. Je vous pose la question en vous montrant la balle reçue par ce jeune de 16 ans. Le pouvoir est-il à ce point fébrile qu'il en soit réduit à ce genre de provocation? Que vaut donc un pouvoir politique et quelle est sa légitimité quand il en est réduit à tirer sur ses enfants? Dans sa réponse, le gouvernement évoque à demi-mot des lycéens manipulés. Je voudrais dire que tous ceux qui attisent, tous ceux qui poussent les jeunes à descendre dans la rue devraient réellement balayer devant leur porte. À Montrouge et un peu partout en France, les lycéens dénoncent souvent des interventions policières disproportionnées. Il y a les forces de l'ordre qui viennent sur moi, qui commencent à m'attraper, qui commencent à me pousser, ils commencent à nous pousser vers l'extérieur, ils nous donnent des coups de matraque, ils nous poussent par terre, ils nous donnent des balayettes, je suis ouverte aux genoux, ils m'ont limite déboîté le doigt. La plupart des manifestations en France sont pour autant restées pacifiques. Et nous découvrons ce soir l'une des figures de ce mouvement, Juliane Charton. Bonsoir, vous avez 17 ans, vous êtes la trésorière de l'Union nationale lycéenne, l'UNL. D'abord un mot peut-être sur ces incidents. Que dites-vous aux lycéens qui vous écoutent ce soir ? Alors, je pense déjà qu'aujourd'hui, ces incidents, ils sont complètement marginaux. On en a dans plusieurs endroits de la France, mais globalement, on a une volonté du gouvernement de mettre l'appui sur ces événements-là, mais surtout pour cacher la masse des lycéens et les milliers de lycéens qui sont mobilisés depuis plusieurs semaines contre ce projet de réforme des retraites et qui sont conscients des enjeux de ce projet. Donc aujourd'hui, les violences qu'on a eues, et plus particulièrement à Montreuil, comme ça a été dit dans le reportage, malheureusement, c'est surtout les violences qu'on a eues, c'est surtout les forces de l'ordre qui les ont causées. Ils ont chargé des lycéens, ils ont gazé et matraqué des lycéens, ce qui est complètement irresponsable de la part du gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement, il est irresponsable dans le sens où il ne répond pas aux attentes des lycéens, il ne répond pas à la colère qui est légitime et aux attentes des lycéens. Alors, et la seule chose qu'il fait, c'est envoyer les forces de l'ordre. Alors, Juliane Charton, est-ce qu'on pense vraiment, quand on a 17 ans, à sa retraite, c'est-à-dire à un sujet qui vous concernera dans une cinquantaine d'années ? Oui, complètement. Pour moi, 50 ans pile apparemment. Oui, nous, les jeunes ont bien compris les enjeux de cette réforme et les conséquences. Parce qu'aujourd'hui, si on allonge l'âge légal de départ à la retraite, globalement, ça a un impact direct sur le chômage des jeunes. C'est déjà très difficile pour nous d'avoir accès à l'emploi après nos études, en sortant de nos études vers 25 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier CDI, il est en moyenne à 27 ans. Et il passera forcément à 30 ans. C'est très difficile pour nous d'avoir accès à l'emploi quand on sort de nos études et ce sera d'autant plus difficile avec cette réforme. Alors, quelqu'un souhaite... Oui, on y pense. On a compris. Quelqu'un souhaite s'adresser à vous, c'est Corinne Tapiero. Elle est vice-présidente de la PEP, la deuxième fédération de parents d'élèves. On l'écoute. Aujourd'hui, des dizaines d'établissements ont encore été bloqués par la volonté d'un petit nombre d'élèves qui veulent exprimer un mécontentement politique. Je voudrais savoir de quel droit vous pouvez vous permettre d'empêcher des milliers d'élèves de rentrer en cours alors que leur désir est vraiment de suivre les enseignements scolaires qui leur sont dispensés. Alors vous avez entendu, elle vous reproche non pas de manifester, mais de bloquer l'accès au lycée pour ceux qui ne souhaitent pas manifester.
Alors déjà, il faut savoir que les blocages sont votés en Assemblée Générale, donc ils sont démocratiques, ils sont votés avec l'ensemble des lycéens ils sont tous conviés à l'Assemblée Générale, donc ces blocages sont démocratiques. Ils n'y si viennent pas tous. Veulent rentrer en cours, ils doivent venir, mais oui, mais ils sont tous invités, donc qu'ils viennent en Assemblée Générale. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est que l'acte de bloquer les établissements, bien sûr en l'ayant voté en Assemblée Générale, c'est surtout de dire on refuse l'éducation et la chance d'avoir accès à une éducation de qualité, enfin du moins en ce moment peu, mais d'avoir un accès à l'éducation tout simplement parce que ce qu'on nous réserve pour la suite, c'est de la précarité, c'est de la précarité dans les études, c'est de la précarité dans l'emploi et maintenant le gouvernement veut instaurer une précarité après la vie active. Juliane Charton, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. L'autre point fort du mouvement aujourd'hui, c'est le secteur de l'énergie. La plupart des raffineries sont toujours à l'arrêt, mais de plus en plus de dépôts de carburant sont également bloqués. Exemple près de Bordeaux, Francis Mazoyer et Bernard Bonnard. Une action coup de poing contre la réforme des retraites. Seulement 80 salariés du public et du privé sont parvenus à bloquer le dépôt pétrolier d'Ambès. Ils ont voulu hausser le ton. Jusqu'à présent, le gouvernement ne tient pas compte des gens qui sont dans la rue et qui pourtant manifestent. Donc si c'est le seul moyen de se faire entendre et s'il faut finir par radicaliser le mouvement, on ne sait pas où ça pourra aller. Le directeur du site tente une médiation. Au contraire, je viens vous voir pour essayer de comprendre quelles sont vos motivations. Oui. Mais n'y voyez aucune agressivité. Mais les manifestants qui se relaient depuis 3 heures du matin semblent déterminés. La réforme touche toutes les générations. Les cuves de ce dépôt contiennent jusqu'à 200 millions de litres de carburant. Habituellement, 300 à 500 camions s'approvisionnent ici chaque jour et livrent des stations-service de 13 départements du sud-ouest. Dans l'immédiat, pas de pénurie d'essence, mais quelques petites perturbations. Il y a bien un moment où les stations-service, si elles ne peuvent pas être alimentées par ailleurs, elles n'auront pas de carburant. Mais j'insiste, il y a d'autres endroits où les camions peuvent s'approvisionner. Car le dépôt d'Ambès n'est pas le seul dans la région. Ce soir, une assemblée générale décidera de la poursuite ou de l'arrêt du blocus. Et pour rassurer les routiers, le secrétariat d'État au transport a annoncé aujourd'hui que les stocks de réserve qui font partie des stocks stratégiques seront mis à contribution. Alors on l'évoquait, quelle est la situation concrètement aujourd'hui à la pompe? On sait que le problème est d'abord psychologique, beaucoup se précipitent dans les stations et il crée de fait un début de pénurie. Eh bien nous avons tenté une expérience très simple, remplir le réservoir au Havre, reportage Fanny Stenler, Philippe Maire. Faire le plein de la voiture, voici notre mission de l'après-midi. A priori, pas difficile, et pourtant. C'est la première station où nous nous arrêtons et elle est fermée. Visiblement, nous ne sommes pas les seuls à avoir tenté notre chance. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Moi, je suis un ancien de la raffinerie Total et donc je sais que quand ça démarre, après, c'est pas où ça va s'arrêter. Nous poursuivons notre route, deuxième station. Mais la file d'attente est longue, très longue. Nous sommes pressés et nous n'avons pas la patience d'attendre, alors on continue. Troisième station, ça y est, nous avons réussi. Derrière nous, c'est la foule des grands jours, des automobilistes à court d'essence tout simplement, mais aussi quelques personnes prévoyantes. Vous faites le plein en prévision? Eh bien oui, inévitablement, au cas où. Et nous avons eu de la chance car un quart d'heure plus tard, nous n'avions plus de carburant car la station est en train de fermer. Désolé. Fermé. Jusqu'à demain, jusqu'à ce que je sois livré en fait. Et vous pensez que ça peut arriver quand? Je sais pas. À la caisse, surprise, un policier demande où en sont les réserves de la station-service. Les autorités sont donc vigilantes car le phénomène prend de l'ampleur. Ils sont affolés, ils font tous leur plein. C'est la folie. C'est la folie, il n'y a que ça à dire. D'accord, ah oui, vraiment. Donc on n'exagère pas en disant quand même que les gens sont un peu inquiets. Bah sinon je serais pas en rupture. Il n'y a pas que les particuliers qui sont prévoyants. Les entreprises aussi anticipent, surtout chez les transporteurs routiers. J'envoie mes conducteurs faire le plein dans des stations extérieures. Mais si ces stations venaient à ne plus être ravitaillées, je n'aurais pas d'autre choix que d'utiliser mon carburant de ma station, de ma réserve. Et donc là, on ne tiendrait pas plus de 3 jours. Pour le moment, les stations-service de la région sont néanmoins loin d'être tout à sec. Par ailleurs, le gouvernement a autorisé les distributeurs de carburant à puiser dans leurs réserves propres. Voilà, pour bien comprendre, Agnès Molinier nous a rejoint. Bonsoir Agnès. Comment fonctionne le circuit de distribution de carburant en France? Tout d'abord, le pétrole brut arrive par bateau ou par oléoduc dans la raffinerie. Il en sort essentiellement
en France sous forme d'essence. Ce carburant est ensuite acheminé par camion dans les dépôts pétroliers. Ils sont au nombre de 212 et contiennent à peu près 2 semaines de réserve de consommation. Ce qui se passe avec les grèves, c'est qu'il y a des points de blocage. Au début, dans les ports, à Marseille par exemple, les bateaux n'arrivent plus. Dans les raffineries ensuite, les grévistes les occupent. 7 sur les 12 existantes sont carrément en cours d'arrêt d'avis. De fait, les camions ne sortent plus, n'approvisionnent plus les dépôts. Et en plus, aujourd'hui, 10 d'entre eux sont occupés par des grévistes. Alors on le comprend, tous ces éléments font qu'il y a de moins en moins de carburant dans les 12 500 stations-service françaises. Merci Agnès, voilà ce qu'on pouvait dire sur le secteur des raffineries. Sachez que la grève continue également dans les transports, mais elle est moins suivie. Le trafic s'améliore à la SNCF. La direction recommande toutefois à ceux qui se rendent dans le sud de la France de reporter leur voyage. Dans les transports urbains, y compris à Paris, la circulation redevient normale, sauf sur le RER B. Autre information de l'après-midi concernant ce mouvement, l'intersyndicale appelle à une nouvelle journée d'action nationale. Ce sera mardi prochain, le 19 octobre. Et comme à chaque fois, on assistera sans doute au grand écart dans le comptage des manifestants. Pour y voir plus clair, 2 de nos confrères, France Soir et Mediapart, ont décidé de le faire eux-mêmes ou de le demander à des experts. Voici les résultats pour la dernière grande manifestation parisienne, celle d'avant-hier. Reportage Valérie Lerouge, Daniel Lévy. D'un côté, comptage des policiers dans un appartement parisien. De l'autre, comptage des syndicats sur le trottoir. Et à chaque fois un gouffre entre les deux chiffres. On croyait que la vérité se situait entre les deux. Mardi, plusieurs médias ont voulu en avoir le cœur net. France Soir s'est offert les services de cet expert espagnol. Il a développé un logiciel informatique adapté au décompte des foules. On a 600 photos de la tour Montparnasse. Avec son équipe, il a pris 1000 photos au total de 3 points de vue différents et 3h15 de vidéo. De début, on alimente le logiciel. Et il fait une chose comme ça. L'ordinateur identifie et numérote chaque manifestant sur une 50aine d'échantillons. L'expert en tire une densité moyenne très précise qu'il applique ensuite à l'ensemble du cortège. Résultat, là où les syndicats ont recensé 330 000 manifestants et la police 89 000, lui en a dénombré 80 000. Sa marge d'erreur, 10%. Autre méthode, beaucoup plus artisanale, celle utilisée par le site internet Mediapart sur les 2 mêmes cortèges parisiens. Donc on s'est posté sur les 2 branches du cortège. À chaque fois nous étions 4 journalistes. Il fallait être assez nombreux parce que c'est assez fastidieux, il faut être très concentré. Et donc on a utilisé ces petites machines qui sont des compteurs à main. Et tous les 5 manifestants, on a cliqué comme ça. Et à la fin on faisait des multiplications tout simplement. Et là, le chiffre est encore inférieur, 76 000 selon Mediapart, que l'on ne peut pas soupçonner d'être proche du gouvernement. De quoi agacer les syndicats. Ils réclamaient pourtant il y a 2 semaines que les journalistes fassent leur propre décompte, mais ce soir, ils bottent en touche. Vous le savez, dans un certain nombre de secteurs, il y a eu des débats. Même le gouvernement ne nie pas que la mobilisation s'étend, puisqu'il a, y compris à la dernière manifestation, donné un chiffre supérieur de 10 à 20% de ce qu'il avait dit précédemment, par rapport à son chiffre. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse. Les nouvelles méthodes n'arriveront pas à mettre tout le monde d'accord, mais cette bataille de chiffres existe dans tous les pays d'Europe où on manifeste. Un dernier mot sur le sujet, Nicolas Sarkozy qui visitait aujourd'hui près de Bordeaux, le site du futur laser Mégajoule, en compagnie d'Alain Juppé, s'est exprimé tout en allusion. Il a fait l'éloge de la réforme sans parler des retraites. On l'écoute. Je ne suis pas un obsédé de la réforme, mais j'ai la responsabilité de conduire la 5e économie du monde. Dans un monde qui bouge, notre pays ne peut pas rester immobile. Nous n'avons plus les moyens d'attendre pour décider. Nous ne pouvons pas mettre la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les déficits et les retards qui sont les nôtres. Enfin, voici votre sentiment sur le sujet. C'était la question de la semaine. Pensez-vous que les mouvements de grève vont durer? La réponse est oui à 67%, non 30%. Vous avez été plus de 11 500 à voter. Merci à tous. L'autre actualité de cette journée, c'est d'abord cette visite à haut risque, celle de Mahmoud Ahmadinejad au Liban. Le président iranien
avait choisi de se rendre tout près de la frontière avec Israël. Les sionistes vont disparaître, a-t-il lancé. Renaud Bernard. La mise en scène a été savamment orchestrée. Drapeau iranien géant, chant de propagande. Nous sommes au Liban, mais la vedette, c'est lui, Mahmoud Ahmadinejad. Le président iranien est accueilli comme chez lui par des milliers de Libanais. Comme lui, ils sont chiites, ils pratiquent le même rite religieux. La foule est tellement dense que certains sont montés sur le toit des immeubles autour. Le site du meeting n'a pas été choisi au hasard. Le sud du Liban, la ville de Binjbeil, à 4 km seulement de la frontière avec Israël. Cette ville qu'ils appellent la capitale de la résistance a été le siège à l'été 2006 de combats terribles pendant le conflit entre Israël et le Hezbollah. Pour Mahmoud Ahmadinejad, aujourd'hui, c'est un promontoire idéal à portée de voix de son ennemi juré. Le monde doit savoir, les sionistes sont mortels. Ils vont disparaître. Cérémonie anti-israélienne à nouveau ici, au village de Cana, avec le dépôt d'une gerbe à la mémoire des victimes d'un bombardement en 1996. Devant une foule venue à nouveau en masse pour acclamer Mahmoud Ahmadinejad, une façon pour le président iranien de rappeler à ceux qu'il appelle ses ennemis que l'Iran n'est pas tout à fait isolé. Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct en Israël, juste de l'autre côté de la frontière. Comment a-t-on réagi là-bas ? Eh bien, pour les dirigeants israéliens, cette visite du président iranien, à quelques kilomètres d'ici, n'a qu'une signification. Ahmadinejad est venu passer ses troupes au Liban, désormais satellite de la République islamique d'Iran. Cela signifie que la tension va encore monter dans la région. Cela dit, de ce côté-ci de la frontière, le calme a régné. L'armée israélienne n'était pas en état d'alerte. Seuls quelques militants ont lâché des ballons bleus, blancs, les couleurs d'Israël. Mais le vent ne les a pas emportés vers Binjbeil, où se trouvait Ahmadinejad. Ils sont partis vers le territoire israélien. Charles Anderlin en Israël, merci Charles. Et je signale la parution de votre dernier livre, Un enfant est mort, aux éditions Don Quichotte, sur la fameuse affaire du petit Mohamed. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, le destin d'Aïcha, victime des lois tribales, mutilée par sa belle famille. Elle avait fait la une de la presse internationale. 9 mois plus tard, la jeune femme revit aux États-Unis. La vérité sur les prix depuis le passage à l'euro, vous découvrirez les résultats d'une grande enquête menée ticket de caisse à l'appui. La hausse est bien là. Et puis, enquête sur les méthodes des églises évangéliques dont la percée se confirme. C'est le dossier de cette édition. Mais d'abord, l'épilogue au Chili. Tous les mineurs ont retrouvé l'air libre. Le dernier à sortir est en quelque sorte le chef de l'équipe des 33. Reportage Franck Genozo, Tristan Lebras. Une dernière accolade avec les secouristes. Et Luis Ursúa embarque dans la nacelle Phoenix. En surface, les familles n'ont jamais chanté aussi fort. 622 mètres de remontée. Et celui que les 33 surnomment le capitaine retrouve la liberté. Le chef de quart, Luis Ursúa, vient d'arriver en très bonne condition physique. C'est l'ultime étape d'un sauvetage historique. Au bord des larmes, le président chilien s'avance pour l'embrasser. Vous avez été un bon chef. Dans le camp Esperanza, c'est une explosion de joie. La fin du calvaire, les mineurs sont tous sains et saufs. Luis Ursúa se fait alors le porte-parole des 33. J'espère que ça n'arrivera plus jamais. Je suis fier de mon pays. Et je remercie tout le monde, les secouristes et tous ceux qui ont œuvré pour nous. Vive le Chili! Dans la nuit, l'ambulance qui le transporte à l'hôpital a bien du mal à se frayer un chemin au milieu de la liesse populaire. Le capitaine va y retrouver tous ses camarades pour 48 heures d'examens médicaux. Selon les médecins, les 33 sont dans une forme étonnante. À tel point que les autorités ont décidé d'écourter le séjour à l'hôpital de certains d'entre eux. Dans quelques heures, 2 ou 3 mineurs seront donc autorisés à rentrer chez eux, et ce, après 69 jours passés sous terre.
On en vient à l'histoire d'Aïcha. Regardez cette image. Il y a 9 mois, elle faisait la une des grands magazines et notamment le Time américain. Cette jeune Afghane de 18 ans avait été défigurée par sa belle famille pour avoir tenté de fuir son mari violent. Son sort a ému le monde. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Elle va pouvoir être opérée. Stéphane Bretner. Elle rêve de ce nouveau sourire qu'elle aura dans quelques mois. Aïcha porte pour l'instant un nez provisoire, mais elle a enfin un visage. Qu'il semble loin ce moment où elle apparaissait mutilée, victime de la loi des talibans. Aïcha a 12 ans lorsqu'elle est vendue par son père à un chef de guerre. Mariée de force à sa majorité, elle subit des violences quotidiennes. Un matin, la jeune Afghane réussit à fuir. Elle est retrouvée par son mari qui, pour la punir, lui coupe le nez et les oreilles. Quand ils ont coupé mon nez, je me suis évanouie. Je me suis réveillée au milieu de la nuit. J'ai senti comme de l'eau glacée dans mon nez. Abandonnée au bord de la route, un bienfaiteur la dépose à l'hôpital militaire américain. Pendant 2 mois et demi, les soldats la soignent et l'adoptent. Elle leur apprend le farsi, ils lui apprennent l'anglais. What's up? Début août, Time Magazine en fait le symbole de la barbarie des talibans. Évidemment, cette couverture ébranle l'Amérique. Un chirurgien californien propose alors de lui redonner un visage gratuitement. Aïcha fait ses valises et débarque mi-août en Amérique. En attendant l'opération l'année prochaine, l'équipe médicale lui a fabriqué il y a 10 jours une prothèse, réplique de son futur nez. Et la voilà qui apparaît donc en public pour la première fois samedi dernier à un gala de charité. Aujourd'hui, Aïcha a 18 ans, elle n'attend qu'une chose. Je ne sais pas si cela aidera les femmes, dit-elle, je veux juste retrouver mon nez. Retour en France avec une vieille interrogation. L'euro a-t-il fait flamber les prix? Officiellement, vous le savez, la réponse est non, ou à peu près, mais beaucoup en doutent. Eh bien, nos confrères de la Voix du Nord sont en train de réaliser une grande enquête en demandant tout simplement aux consommateurs de ressortir leur ticket de caisse. Et c'est une autre vérité qui apparaît. Denis Guérin, Dominique Mas. C'est une plongée dans la vie quotidienne, de la microéconomie. Nos confrères de la Voix du Nord ont reçu puis épluché des milliers de factures et de tickets de caisse. Parfois même des livres de compte. Les photocopies ici, 3 francs. Photocopie 3 francs l'an 2000. Oubliez les statistiques officielles, place au concret. Un même produit acheté par une même famille dans un même magasin et une courbe des prix établie sur 10 ans. C'est pas notre enquête qui va apprendre aux gens que les prix ont augmenté de manière générale. En revanche, nous, ce qu'on apporte, c'est sur tel ou tel produit marqué, bien déterminé, on leur montre qu'il y a une augmentation et on essaie de leur expliquer pourquoi. En tête du hit parade de l'augmentation, un produit qui n'a pas vraiment de concurrent, le Nutella. Son prix a doublé en une décennie. Mais ce n'est pas tout, plus 50% pour les œufs, plus 25% pour le jus d'orange, presque autant pour le café pris en salle. Principal responsable, sans surprise, le passage à l'euro en 2002. Depuis que c'est l'euro, ça a doublé. Avant, on disait la foire à 10 francs, maintenant c'est la foire à 2 euros. Et 2 euros, c'est pas 10 francs. On dépense beaucoup pour manger, pour la nourriture, pour l'entretien, pour soigner sa maison, pour tout ça. L'étude ne prétend pas être scientifique, mais elle dégage une tendance lourde. Pour 3/4 des produits testés, notamment les fruits et légumes, la hausse des prix est supérieure aux chiffres officiels de l'inflation. Le dossier de cette édition maintenant sur la poussée des églises évangéliques en France. Elle représenterait la moitié des lieux de culte protestants. On en a souvent parlé. Alors pourquoi ce succès grandissant? On évoque parfois cette foi qui s'affiche, les chants, les danses, mais il y a davantage. La méthode évangélique, enquête signée Florence Griffon, Patrick Desmully. Une zone industrielle à une trentaine de kilomètres au sud-est de Paris. Allez-y, c'est bon. Ce dimanche-là, comme tous les dimanches, il y a foule. Des familles antillaises ou d'origine africaine pour la plupart, toutes sur leur 31. Elles ont rendez-vous dans ce bâtiment sans signe religieux extérieur. On se croirait dans une église américaine. Ces champions, comme ils s'appellent, sont des protestants d'une branche particulière, les évangéliques. L'événement est filmé, puis retransmis en direct sur Internet. C'est leur spécificité, très moderne sur la forme, mais ultra conservateur sur le fond.
On ne doit pas entendre parler de ta vie d'impureté, d'immoralité, de fornication, d'adultère, de bestialité, de masturbation. Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris. Enfants, soyez soumis, obéissez à vos parents. Un discours moralisateur assumé. Chaque dimanche, le pasteur Castanou s'adresse à ses fidèles en les exhortant à se détourner du péché. Après 2h30 de ferveur, ils se disent transformés. C'est très fort, c'est une sensation vraiment très forte et on n'est plus là physiquement, on n'est plus là, on est vraiment près de notre Seigneur, on se sent vraiment dans sa présence, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. J'ai trouvé en fait ma voie, celle d'une relation soutenue avec le Seigneur et voilà, ce qui est vital. La force des évangéliques, proposer une solution quasi immédiate à tous les problèmes, le chômage, les maladies graves, la dépression. Chez eux, tout peut s'arranger. La religion, dans sa compréhension traditionnelle, vous dit, si vous êtes comme ça, c'est pas grave, un jour ça ira mieux après la mort, quand vous serez au ciel. Mais la réalité, c'est que les gens ont des questions maintenant. Et Dieu n'entend pas répondre à ces aspirations qui sont dans le cœur de l'homme après la mort. Dieu veut y répondre maintenant. Des réponses qui sont fournies chaque samedi sous forme d'ateliers un peu particuliers. Alors, expression artistique, ici, c'est le département de l'église qui fait tout ce qui est comédie musicale et théâtre. Cet enfant est mal élevé. Du théâtre pour apprendre à gérer l'éducation des enfants. De la danse pour les attirer. Toutes ces activités ont un but, développer leur foi, les mettre dans le droit chemin. Avant, je dansais pas. Avant, j'étais footballeur. Et au fur et à mesure, à danser avec mes collègues, j'ai appris, oui. J'ai évité en fait de faire des bêtises et ouais. Aujourd'hui, on va dire, je deviens clean. La phase ultime, la voici. Durant leur temps libre, les plus motivés étudient et apprennent la Bible. Leur but, convaincre le monde entier de l'existence de Dieu. Accomplir cette prophétie. Qui s'inscrivent pour un parcours académique qui dure 2 ans, où ils prennent le temps d'être enseignés, transformés dans la manière de penser, pour aller influencer la société dehors. Pour influencer la société, les évangéliques font-ils du prosélytisme? Sont-ils une secte? Pour ce spécialiste des religions, cela dépend des pasteurs. C'est plus facile qu'il y ait des dérives sectaires dans des églises évangéliques comme ça parce qu'ils s'en créent tous les jours et qu'il n'y a pas d'institution qui peut les vérifier, les contrôler. Donc c'est des pasteurs qui s'auto-proclament pasteurs. En France, il existerait environ 2000 églises évangéliques. Toutes libres de célébrer leur culte comme elles l'entendent. Elles peuvent être très différentes, mais ont un point commun. Leurs assemblées ne cessent de s'agrandir quand celles des églises catholiques diminuent. Une grande rétrospective maintenant au musée d'art moderne à Paris. Elle est consacrée à Jean-Michel Basquiat. Cet Américain d'origine haïtienne est mort à 27 ans seulement d'une overdose, mais son œuvre est l'une des plus cotées aujourd'hui dans l'art contemporain. Visite guidée avec Isabelle Bechler et Thierry Breton. Dandy haïtien, peintre prodige, Basquiat a pris par surprise le marché de l'art new-yorkais. Il avait commencé par la rue, le graffiti dès 79. Il signait « Say mo », de drôles de phrases assez sibyllines. « Say mo » pour « Same old shit », toujours la même merde. Au début, il vendait ses cartes postales pour subsister, dessins, peintures, tampons, rien de sérieux et toujours sur des supports de récupération. Il avait déjà une célébrité en tant qu'artiste graffitiste de la rue. Au début des années 80, il y a une nouvelle forme de peinture qui apparaît et lui s'engouffre là-dedans et devient peintre et très vite on le remarque. C'est un immense coloriste, ça c'est une chose qu'on voit dans l'exposition, c'est à quel point cette couleur est joyeuse, à quel point cette peinture finalement est une peinture de vie, vivante. Elle n'est pas seulement osée, c'est une sorte d'hymne de l'existence. Il peignait, dessinait tout le temps, avec frénésie. Il était d'une grande exigence comme dans son quotidien. Son ami Tamara Davis s'en souvient avec tendresse. Pour toute chose, il voulait le maximum. Quand on sortait le soir, c'était pour le meilleur film, le meilleur resto, le meilleur vin, danser dans la meilleure boîte. Sa couronne de roi des peintres, les viscères du passionné d'anatomie qu'il était, son regard sur la ville, quelques obsessions hantent le millier de toiles qu'il a peintes. Il y a cette difficulté d'être qui chez lui est traduite par une sorte de travail pratiquement spontané, rythmique, de l'ordre de la fulgurance, de l'ordre de l'éclatement, de l'ordre de l'éclaboussure.
Il avait aussi peint son panthéon personnel, les boxeurs noirs, des figures de réussite dans l'Amérique années 80, le credo antiraciste de Jean-Michel Basquiat. Avant de refermer ce journal, un mot de l'événement politique de la soirée. Bonsoir Arlette Chabot. Dans À vous de juger, vous recevez ce soir Martine Aubry et c'est peu dire qu'elle est attendue. Oui, à un moment, on sent la mobilisation évolue, avec notamment l'entrée dans le conflit des jeunes, des étudiants, des lycéens dont vous avez beaucoup parlé dans votre journal. Évidemment, on a envie d'entendre Martine Aubry. Donc, exercice de clarification, quelle est son attitude vis-à-vis justement de l'évolution de ce mouvement, des jeunes, et puis clarification aussi sur la position précise du Parti socialiste à propos des retraites. Quel sera son projet exact, celui qui sera porté par son ou sa candidate en 2012. Puis nous parlerons aussi bien sûr de sécurité et d'immigration avec la secrétaire, la première secrétaire du Parti socialiste, avec une semaine de retard, mais on est encore plus, si je puis dire, aujourd'hui au cœur de l'actualité. Et puis après Martine Aubry, nous recevrons la disparue de l'été, Ramayad, on ne l'entendait plus, la rebelle. Elle revient avec un livre qui justement s'adresse à la jeunesse, ça tombe bien, et elle en débattra avec Cécile Duflot, la secrétaire nationale des Verts. Voilà une soirée 100% politique qui commence bien sûr avec Martine Aubry. Eh bien, on vous retrouve dans quelques minutes, Arlette. Fin de cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La contestation lycéenne monte d'un cran. Des centaines d'établissements ont été bloqués. Les élèves ont manifesté. Par ailleurs, la grève se durcit encore dans les raffineries. Les syndicats, eux, appellent à une nouvelle journée d'action nationale. Ce sera mardi prochain. Et puis, cela fait 289 jours qu'Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Tout de suite la météo. Tania Young nous annonce une fin de semaine fraîche et humide. 20h35 à vous de juger donc. Demain 13h Élise Lucet. À 20h et tout le week-end Laurent Delahousse. Très bonne soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.